Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le Cameroun n'échappe pas à la menace du coronavirus. 2 cas viennent d'être déclarés et confirmés en moins de 12 heures. Les inquiétudes planent sur les risques de contamination pour ceux ayant été en contact avec les premières personnes atteintes par cette maladie. Le gouvernement, pour sa part, essaie tant bien que mal de rassurer la population, l'opinion nationale, sur les mesures de riposte mises en place au niveau des aéroports ainsi que des frontières terrestres. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, c'est désormais officiel, le Cameroun est classé parmi les pays touchés par le coronavirus. L'information a été confirmée ce jour par le ministre de la Santé publique en tenue dans la capitale économique Douala. 2 cas déclarés viennent d'être confirmés alors que la peur gagne les esprits sur les risques de contamination. Le gouvernement rassure l'opinion nationale sur les mesures de riposte prises pour contrer l'épidémie. Des précisions dans ce reportage de François Dikoumé et Gladys Sidi. Le coronavirus en terre camerounaise, c'est par voie de communiqué que les Camerounais ont été informés de cette nouvelle. En visite dans la ville de Douala, le ministre de la Santé publique le réitère en apportant d'autres précisions. Effectivement, je voudrais confirmer que nous avons malheureusement un cas confirmé de coronavirus. Il s'agit d'une personne de nationalité française arrivée dans notre pays le 24 et qui a commencé à très mal se sentir le 27 et puis il a été pris en charge. Mais je souhaite dire que l'état clinique, n'est-ce pas, du patient en question ne donne pas lieu à l'alarme. Il est en bon état, il se porte bien. Nous travaillons avec lui d'ailleurs parce que nous sommes dans une phase de réponse. Et qui dit réponse dit non seulement prise en charge du cas en question, mais dit également traçage de tous les contacts de la personne. Et donc c'est lui-même qui est en train de nous donner ses contacts. Nous sommes en train d'exploiter les fiches qu'il avait remplies et les fiches de l'avion en question. Le patient atteint de coronavirus, selon le ministre, un Français de 58 ans, est arrivé au Cameroun le 24 février. Ses proches avec qui il a été en contact ces derniers jours ont été recensés et mis en isolement. Sa compagne dont on parle aujourd'hui est effectivement en isolement. Il a été prélevé ce matin, mais nous attendons encore le test. Donc il n'y a pas un autre cas confirmé au Cameroun en dehors de celui de nationalité française qui a 58 ans et qui est aujourd'hui prise en charge totalement. Le ministre rassure, tout est sous contrôle. Le dispositif sécuritaire a été mis en place aussi bien dans les aéroports, les ports qu'au niveau des frontières terrestres pour détecter les éventuels cas. Si jamais vous sentez quelque chose, ne vous adressez pas directement à une formation sanitaire, appelez le 1510 et restez chez vous, on viendra vous prendre en charge parce que nous avons sur l'ensemble du territoire, dans les 10 régions, nous avons des équipes, n'est-ce pas, en charge de cette épidémie et qui sont sur le point de pouvoir promptement se déplacer et aller vers un quelconque cas suspect ou quelconque cas qui nécessite qu'on les prenne en main. Nous allons tenir une conférence de presse demain à 11h. Au ministère de la Santé publique et nous allons décliner l'ensemble des mesures qui ont été prises, la situation exacte pour pouvoir rassurer davantage nos compatriotes parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et donc toutes ces questions vont avoir des réponses demain à 11h. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, au lieu de vous poser des questions sur des réseaux sociaux, vous pouvez appeler le 1510. Vous aurez plutôt des réponses qui sied à votre questionnement, des réponses nécessaires pour pouvoir vous permettre de comprendre et de mieux agir. Au sujet des informations sur l'incapacité du Cameroun à faire face à une épidémie de coronavirus, sur le plan du dispositif sécuritaire et de la prise en charge, le ministre indique que ceux qui propagent de pareilles nouvelles n'ont aucune connaissance sur la préparation à une épidémie.
Et signalons à la suite de ce reportage que plutôt en début de soirée, le ministre de la Santé publique a donc confirmé qu'un deuxième cas de coronavirus a été enregistré sur le territoire camerounais. Il s'agit notamment de cette Camerounaise ayant été en contact avec ce ressortissant français, lui aussi atteint. Tous deux sont isolés à l'hôpital central de Yaoundé et reçoivent un traitement approprié. Manaouda Malachi indique qu'une opération de traçage et la recherche des personnes ayant été en contact avec les victimes se poursuivent. Le ministre de la Santé publique appelle au calme et à la vigilance de tous et au respect des règles d'hygiène. Et en vue de rassurer les chefs d'entreprise du Cameroun quant aux défis économiques et la présence de 2 cas de coronavirus sur le sol camerounais, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, était ce jour au siège du JICAM en vue de conforter les entrepreneurs locaux et leur donner des garanties quant aux dispositions de préparation et de gestion de l'épidémie du coronavirus. Suivant cette réaction du ministre de la Santé publique. Pour le moment, on ne peut pas penser à un huis clos, à un éventuel rapport de compétition au Cameroun. J'ai même eu dire dans les réseaux sociaux quelqu'un qui proposait que le défilé de 8 mars ne se tienne pas. Je vais dire non, on n'a pas de risque dans ce sens-là. Nous sommes en train de travailler. Je voudrais simplement qu'on nous laisse travailler et que les Camerounais observent leur part, n'est-ce pas, de discipline en observant ces règles d'hygiène et tout ira bien. Donc il n'y a pas de raison pour que nous cédions à la panique, nous cédions à une quelconque crainte. Et ce qui m'amène chez les patrons aujourd'hui, c'est l'impact économique de l'épidémie. Et donc je venais simplement déjà leur dire voilà ce que le gouvernement a prévu en ce qui concerne le coronavirus, en ce qui concerne la prévention et la riposte actuellement, mais attirer leur attention sur le fait qu'on aura un impact économique et que eux et moi nous devons, c'est-à-dire que le patronat et le gouvernement devraient pouvoir engager, n'est-ce pas, des discussions pour minimiser cet impact et que notre économie n'en souffre pas. Voilà ce qui m'amène ici au niveau du JICAM ce soir. Et sur les symptômes de cette maladie qui se répand de plus en plus en Afrique et comment prévenir, suivons les précisions du professeur Bertrand Hugo Bachou. Il est pneumologue et médecin à l'hôpital général de Douala. C'est un virus qui provoque des symptômes comme ceux de la grippe, c'est-à-dire le nez qui coule, un éternuement, une fièvre, des maux de tête, des céphalées, des douleurs généralisées qui sont souvent des douleurs musculaires ou bien des douleurs au niveau des articulations et de la fatigue. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est infecté par le coronavirus, quand il parle, quand il tousse, quand il éternue, le virus se retrouve dans les gouttelettes de salive, dans l'aérosol qu'il produit, et celui qui est en face de lui, en respirant, inhale, s'infecte par le virus. Après la phase d'incubation qui à présent varie de 2 à 10 voire 14 jours, la personne infectée peut commencer à présenter les symptômes de maladie. Les recherches, je vous assure, sont en train de se faire actuellement dans les laboratoires dans les pays développés pour pouvoir, dans les prochains jours, pouvoir mettre en place un vaccin ou un médicament qui va pouvoir neutraliser ce virus. Mais pour le moment, le traitement est symptomatique. Ça veut dire qu'on traite les symptômes que présente le malade. On ne peut pas pour le moment tuer le virus. Quand vous voulez tousser, il faut signaler que la France fait partie des pays touchés également par l'épidémie de coronavirus où 613 cas sont confirmés dans le pays. Dans le reste de l'actualité, un accident de la circulation s'est produit très tôt ce matin sur la route nationale numéro 3, l'axe Douala-Yaoundé. Il s'agit d'un bus de l'agence touristique Express qui a dérapé au niveau de Pouma dans la Sanaga maritime. L'information est confirmée sur la page officielle Facebook de l'agence de voyage. Elle annonce que de nombreux blessés ont été enregistrés, tous pris en charge par Touristique Express Voyage dans les formations sanitaires de la ville de Douala.
Et ce soir, nous vous proposons quelques clichés de la crise anglophone, des indicateurs de l'impact social et psychologique de ces tensions meurtrières sur une catégorie sociale, la femme. Du fait de la guerre, elles sont nombreuses à être veuves et sans enfants, des proches qui ont perdu la vie prématurément. Cette année, elles se joignent aux autres plateformes de la société civile pour interpeller les pouvoirs publics sur leurs conditions. D'autres précisions dans ce reportage de Farel Bounia, Donald Brice, Kamga. Cynthia Kouna n'oubliera pas de sitôt la journée du 22 novembre 2019. Ce jour-là, cette jeune dame perd son époux à Bali, dans le nord-ouest, dans le tourbillon de la crise anglophone. Mon mari est parti secourir un civil qui avait reçu une balle au quartier. Lorsqu'il est arrivé avec ses amis, il ne savait pas qu'on avait posé des engins explosifs à côté. C'est comme ça qu'il est mort. Partie du nord-ouest pour rejoindre le mouvement 8 mars à Noir, la jeune femme de 25 ans appelle, comme la centaine de ces femmes baptisées les mères de la nation, à saisir la journée internationale de la femme pour demander au pouvoir public de trouver des solutions à la crise anglophone. Nous souhaitons vraiment que le président de la République fasse quelque chose, qu'il prenne ce problème vraiment au sérieux. S'il pouvait écouter nos cris, nous serions très contents. Elles sont issues des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Certaines ont perdu leurs époux, des enfants pour d'autres dans les affrontements entre l'armée et les séparatistes. Dame Félicia en a perdu 5. Nous rentrions des champs. J'étais derrière et les enfants s'étaient avancés. Subitement, j'arrive et je retrouve les corps des enfants. Je ne sais pas qui a tiré sur eux. Pour ces nombreux décès et d'autres violences en général contre la femme, les leaders féminins demandent de faire du 8 mars 2020 une journée d'indignation contre la mort et les violences sexistes dans l'indifférence à travers le Cameroun. On ne peut pas continuer comme ça. Nous n'avons pas de centre de victimologie parce que ici, dès qu'il y a un souci, on dit d'aller chez un psy, alors qu'on doit être formé au psychotraumatisme, à la mémoire traumatique. C'est le docteur Muriel Salmona qui est entré en fait de mettre en avant ces centres. Les centres de victimologie permettent en fait aux traumatisés, que ce soit de guerre, que ce soit en fait même d'accidents et surtout en fait de violence, viol, hommes comme femmes, de pouvoir être bien traités. La plateforme dite des mères de la nation est constituée des femmes politiques et d'acteurs de la société civile. Transpartisane, elle appelle les femmes à se joindre à elle à travers le Cameroun dès ce vendredi pour des prières et messages contre les violences dont sont victimes les femmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et au Cameroun en général. Autre actualité au cœur de ce journal, le ministre de la Recherche scientifique règle ses comptes avec les fauteurs de troubles dans son département ministériel. En répondant aux chercheurs qui ont récemment lancé un préavis de grève à l'IRAD, Madeleine Tuente affirme qu'il s'agit d'individus mal intentionnés, méconnus de la grande famille scientifique, dont le but est de saper le travail abattu. Des précisions dans ce reportage d'Élisée Borba et de Aïe Cyril. Il y a quelques jours, l'Institut de recherche agricole pour le développement, IRAD, a été secoué par un préavis de grève lancé par des chercheurs qui revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment un meilleur traitement salarial. Pour le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, il s'agit d'individus mal intentionnés, inconnus de la grande famille de la recherche au Cameroun, et dont le but est de saper le travail abattu jusqu'ici. Bien que marginaux, des intrus non-chercheurs s'investissent à saboter au niveau de certains instituts de recherche ces efforts considérables déployés en faveur des chercheurs et du système national de recherche et d'innovation. C'est ainsi que, sans raison valable, ils brandissent des menaces de grève à tout vent. C'est pourquoi je vous invite, chers chercheurs, à vous organiser pour contrecarrer ces menées. Sachez que le système national de recherche et d'innovation, ainsi que les instituts de recherche, constituent votre patrimoine, votre outil de travail, votre source de production. Visiblement courroucé par le mot d'ordre de grève, le Minerési parle de manipulation par des parvenus à qui elle ne reconnaît aucune qualité.
Il est inconcevable que les balayeurs de l'aéroport empêchent les pilotes de faire voler les avions. C'est ce que des individus manipulés veulent faire dans nos instituts de recherche où ils n'apportent rien du tout. Les instituts appartiennent d'abord aux chercheurs et non à des copains désœuvrés, recrutés par pitié et en manque de reconnaissance. S'adressant aux chercheurs, les vrais, selon elle, Madeleine Tchente souligne l'intérêt de s'investir pour le développement de la recherche scientifique au Cameroun. Le MINRESI fixe le cap à atteindre, qui se résume dans la contribution attendue du Système national de recherche et d'innovation dans l'implémentation du plan national d'industrialisation du Cameroun. Premièrement, il faut freiner les importations des denrées courantes que nous pouvons produire localement afin de réduire le déficit de notre balance commerciale. Deuxièmement, transformer les matières premières locales grâce à l'utilisation des technologies appropriées. Et troisièmement, positionner le Cameroun à l'exportation avec des produits industriels compétitifs. Si le MINRESI s'adresse aux chercheurs solennellement accueillis à la faveur de la rentrée scientifique 2020, elle n'oublie pas les jeunes des lycées et collèges qui bénéficient d'un programme spécifique du gouvernement visant à les intéresser aux activités de recherche. En présence du ministre des Enseignements secondaires, elle les exhorte à copier le bon exemple des aînés. Nous avons entrepris des activités visant à attirer les jeunes vers les métiers de la science et de la technologie. Parce que vous serez désormais les acteurs de la promotion de la culture scientifique, non seulement au sein de vos établissements respectifs, mais bien au-delà, au sein de la jeunesse camerounaise tout entière. Vous devez vous éloigner de toute incitation à la violence, à la consommation d'alcool et de stupéfiants, et redoubler d'efforts et d'ardeur au travail pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Pour cette rentrée scientifique 2020, 150 nouveaux chercheurs intègrent la grande famille de la recherche au Cameroun. Plusieurs autres évoluent en grade, tandis que le docteur Jean-Paul Ekebile reçoit une palme d'or pour les 40 années passées au service de la recherche scientifique au Cameroun et dans le monde. Et le district 9150 du Rotary International organise une conférence de grande envergure à Douala. Ce sera donc du 23 au 25 avril prochain. Cette rencontre annuelle de tous les rotariens et rotariennes et rotariciens du district 9150 se déroulera en 3 phases, à savoir la formation des dirigeants entrants pour l'année 2020-2021, l'échange sur les problématiques d'action humanitaire majeure du Rotary International, le bilan de l'année rotarienne, enfin de parcours engagés dans l'humanitaire depuis un siècle à travers le monde. Le Rotary International, faut-il le préciser, œuvre également pour la promotion de la paix, la lutte contre les maladies, en l'occurrence la poliomyélite, la santé de la mère et de l'enfant, l'éducation, le développement des économies locales et l'approvisionnement en eau potable. La rencontre annuelle des rotariens, rotariennes et rotariciennes qui se tiendra du 23 au 25 avril prochain est baptisée sous le thème « La santé, vecteur de connexion du Rotary dans le monde ». Écoutons donc à présent cette réaction de Anna Kemadjou Kodia. Elle est gouverneure du district 9150 du Rotary. Dans le cadre de nos activités, nous organisons chaque année une conférence de district. Étant donné que je suis camerounaise et dans un club au Cameroun, cette conférence de district aura lieu à Douala du 23 au 25 avril, mais elle sera précédée de formations du 20 au 22 à Douala également. Donc c'est une rencontre annuelle au cours de laquelle nous allons former les futurs dirigeants pour l'année prochaine, parce que chaque année le Rotary c'est un formidable espace de démocratie, chaque année les dirigeants changent, donc moi-même je serai en fin de mandat le 30 juin 2020 et ensuite nous aurons une période d'échange sur les nouvelles problématiques d'action du Rotary dans le monde. Vous savez qu'il y a des événements difficiles qui nous arrivent. La maladie coronavirus est un problème.
Nous allons échanger là-dessus, voir ce que les Rotariens peuvent faire dans le monde et notamment dans notre district pour enrayer cela. Mais au-delà de ça, nous allons évoquer tous les domaines dans lesquels l'action doit être menée par les Rotariens, dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de l'eau et même développement économique local. Et il y a un 7e axe qui vient d'être pris en compte, c'est celui de l'environnement. Et vous savez que c'est très très important. Et ensuite, nous ferons bien entendu un bilan bien avant la fin de notre mandat sur ce que nous avons fait. Parce que tous les 93 clubs de notre district doivent faire part de toutes les actions qu'ils ont menées dans leurs pays respectifs. Et on doit voir dans quel point cela s'arrime avec les idéaux du Rotary. Servir d'abord, servir les communautés les plus défavorisées. En politique, au lendemain de l'annulation des élections législatives dans certaines circonscriptions électorales des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le chef de l'État, Paul Biya, dans un décret, annonce la reprise de ces élections dans 13 circonscriptions des dites régions touchées par la crise anglophone. Ce sera le 22 mars prochain. Et l'annonce solennelle du président ivoirien Alassane Ouattara de ne pas se présenter pour un autre mandat enflamme la scène politique et même l'opinion nationale. Des Camerounais estiment que c'est un signal fort à l'endroit de certains dirigeants africains qui modifient la constitution pour se maintenir au pouvoir. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Steve Eboulé et Kediara. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat. La sortie du président ivoirien Alassane Ouattara, dans laquelle il annonce qu'il ne prendra pas part aux prochaines élections présidentielles dans son pays, bouleverse l'opinion publique camerounaise. Au sein de la population, c'est un message fort qui pourrait servir de leçon au reste de l'Afrique. Tous les présidents africains doivent le suivre. C'est un président qui dit que l'année prochaine ne seront pas les élections, après ils changent la constitution. C'est un exemple pour les chefs d'État africains. Si les autres pouvaient faire comme lui, ça serait très bien que d'éterniser au pouvoir et rester comme un dictateur. Il a bien réfléchi de ne pas se présenter. Pendant ce temps, les observateurs aguerris de la scène politique, à l'instar du docteur Louison Essomba, font des analyses. À première vue, Ouattara se présente comme un démocrate parce qu'il respecte les dispositions de la Constitution, de l'article 35 de la Constitution ivoirienne qui dispose que le président de la République fait un mandat de 5 ans et il n'est rééligible qu'une seule fois au pays. La deuxième lecture que nous pouvons également faire, c'est que M. Ouattara se présente, pose un acte éminemment politique. Parce qu'en réalité, il estime qu'il faut passer désormais la main à une nouvelle génération. Sur le plan social, Ouattara est en train d'éviter une guerre en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, s'il étant président de son État, il a les moyens et les manœuvres nécessaires pour pouvoir torpiller la Constitution et se repositionner comme candidat. Au-delà de la première interprétation, l'enseignant en droit public à l'université de Douala poursuit. Il faut également situer l'annonce de Ouattara dans le sens où il gouvernait sans peuple. Sans peuple, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il a accumulé 3 échecs cuisants. D'abord, le premier échec, c'est l'écho qui n'a pas marché et il a eu une cinglante intervention des autres États de la CEDEAO. Et vous avez également que autre échec, c'est la mauvaise gestion de l'affaire Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Et la troisième défaite, c'est justement qu'il n'a pas pu gérer les accords qui avaient été passés entre Guillaume Soro et lui. Il faut dire qu'à la suite de ces sorties du président Ouattara, le président français Emmanuel Macron avait fait un tweet dans lequel il félicitait l'homme politique en citant les autres présidents africains à suivre cet exemple. Pourtant, au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, on ne l'entend pas du tout de cette oreille. Le président Macron a parlé, c'est bien pour un certain nombre de chefs d'État. Peut-être qu'ils vont céder, mais le Cameroun est un pays spécial et je ne suis pas du tout certain que cela nous parle. Ça parle au public, ça parle aux gens qui écoutent, mais ça ne parle pas au président. Il sait lui-même en tout état de cause que, et moi je le pense sincèrement, qu'il ne fera pas notre mandat.
et de conduire la destinée de notre nation. L'actualité sportive à présent, quel espoir et chance de qualification pour les Lions indomptables aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La capitaine Aboudi Ongene et ses coéquipières ont juste besoin d'un nul ou encore d'une victoire pour être de la fête en juillet prochain. D'autres précisions dans ce reportage de Warren Zede et de Jean-Paul Chouniat. Ballon, le match est fini, mesdames et messieurs. En battant 3-2, la sélection nationale féminine zambienne de football, les Lions indomptables du Cameroun ont marqué un pas déterminant vers la phase finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui se tiendront en juillet prochain au Japon. La victoire étriquée célébrée face à une équipe de Zambie assez teigneuse. La capitaine Aboudi Ongene et la bande à shoot Njoya Adjara ont une autre paire de manches. Le match retour de ce 5e tour qualificatif a livré dès ce mardi 10 mars à Lusaka, la capitale zambienne. Si les pouliches du coach Alain Dionfa tiennent à être du rendez-vous au pays des hommes de petite taille, deux options majeures décisives s'imposent à elles. Aller préserver un match nul ou alors rééditer l'exploit de Yaoundé à Lusaka et ainsi arracher le visa de participation à ces Jeux face à une équipe de Zambie qui a fait étalage de ses grosses capacités défensives et offensives. Les Lions indomptables auront fort à faire pour contenir leurs adversaires qui ont elles aussi connu une fulgurante prestation dans ces éliminatoires. Les pouliches du coach Firi Enale Simbeye misent sur un groupe collectif et des individualités, à l'instar de Grace Chanda, Nadoula Rachel, à même de faire la différence, comme ça a été le cas face aux Lions indomptables, ouverture du score à la 36e minute et l'égalisation à la 74e minute. Les Zambiennes ont fait un parcours sans faute depuis le début de ces éliminatoires, laminant au passage 5-0 le Zimbabwe, battant en aller-retour le Botswana et s'en tirant difficilement face au Kenya, 2 buts partout à l'aller avant de l'emporter 1-0 au retour. À la faveur de 2 buts inscrits à Yaoundé, les Zambiennes ont juste besoin d'une courte victoire, ne serait-ce que d'1-0 pour se qualifier. Zambie-Cameroun du dernier match qualificatif aux Jeux de Tokyo 2020, ça passe ou ça casse pour les Lions indomptables ce mardi 10 mars à Lusaka. À présent, ce publie reportage avant de refermer ce journal. L'entreprise Camrail vole au secours des étudiants. À présent, ce publie reportage, l'entreprise Camrail vole au secours des étudiants dans leur recherche. Les 100 étudiants de l'ESSEC et la faculté de génie industriel viennent de bénéficier d'une bibliothèque virtuelle regorgeant des millions d'ouvrages utiles dans leur recherche. Reportage. Nous suivons donc nous reviendrons sur cet élément certainement dans nos prochaines éditions d'information. C'est ici donc que nous mettons un terme à ce journal. Dans un instant, le débrief avec Serge Alain autour et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, 2 éléments pour constituer l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Le premier, Nadine Yambou, c'est ce décret du président de la République qui convoque les électeurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour les partiels du 22 mars prochain dans 11 circonscriptions. 11 circonscriptions pour 13 sièges. Et ainsi, nous allons donc voir du côté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on va remplir le puzzle, comme on le dit très souvent. Et également, en deuxième partie, nous allons revenir sur cette annonce du président Alassane Dramane Ouattara qui a décidé hier, devant le Congrès ivoirien, qu'il ne briguera pas un 3e mandat à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi, 20h. Exactement. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.